L'art peut-il, dans une foire, devenir autre chose qu'un objet de spéculation? Oui, bien sûr. Moi, je pense que dans un art, il y a non seulement dans une foire, il y a non seulement des objets, il y a aussi des quasi-objets, il y a des non-objets. Il y a beaucoup de réalités parallèles. Et je pense que c'est définitivement le cas, oui. Et notamment, comme il y avait la discussion hier sur la foire d'art qu'on a eue, évidemment aujourd'hui beaucoup de foires font ces conversations. C'est quelque chose qui a commencé dans les années 90, qui avait commencé à Arco et qu'on trouve aujourd'hui dans quasiment toutes les foires du monde. Et je pense que c'est un des aspects. Après, on retrouve aussi l'édition dans les foires, on retrouve les livres dans les foires, on retrouve des plateformes pour les livres d'art, pour les magazines. Moi, je pense que c'est des plateformes avec beaucoup de parallèles réalités. D'accord. Et Chris Dercon me parlait très justement du phénomène des archives aujourd'hui. Mais bien sûr, moi je pense que c'est très important. Je pense que pour moi, de toute façon, les foires, ça a toujours été, depuis que j'ai commencé en Suisse, quand j'étais lycéen, j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Et Fischli Weiss, les artistes suisses avec qui j'ai eu une des premières rencontres, ils m'ont amené à Bâle et c'était une des premières choses que j'ai vues dans le monde de l'art. Donc pour moi, les foires ont toujours été une des possibilités pour faire de la recherche. C'est évidemment juste une parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a les écoles des beaux-arts où je vais, il y a les expositions dans les galeries, dans les musées et surtout les visites d'ateliers. Tout ça, c'est principal. Mais après, les foires sont une autre plateforme de recherche. Moi, j'apprends. Pour moi, c'est toujours une question de savoir. C'est une question de savoir, d'apprendre, de voir, de regarder. Moi, je pense que d'une certaine façon, si on regarde aujourd'hui, en fait, par rapport à l'archive, c'est quelque chose qui, je suis tout à fait d'accord avec Chris Dercon, est très important pour le XXIe siècle. Cette idée de l'archive, de la mémoire, parce que nous vivons dans une époque où il y a de plus en plus d'informations. Et ce n'est pas nécessairement l'explosion de l'information digitale, en fait, comme toutes les quelques mois se multiplie toute l'information qu'il y a dans le monde et ça croît, il y a une croissance exponentielle de l'information. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus de savoir et notamment qu'il y a plus de mémoire. Et comme disait à un certain moment Rem Koolhaas, c'est peut-être même l'amnésie qui est au cœur même de cet âge digital, non? Et je pense qu'il y a dans le monde de l'art une des choses très fortes par rapport au monde de l'art, c'est qu'il y a une vraie présence toujours de ce proteste contre l'oubli. Et comme l'a dit l'historien Eric Hobsbawm, avec qui j'ai enregistré beaucoup d'interviews, qui était d'une certaine façon mon grand gourou d'inspiration, le maître à penser quand j'ai déménagé à Londres il y a 6 ans. Et Eric Hobsbawm, qui est décédé l'année dernière, et qui d'ailleurs avait plus de 90 ans, un des grands historiens du XXe siècle, a dit nous devons protester contre l'oubli. Et moi je pense que cette idée de la mémoire, du proteste contre l'oubli, cette sorte de module d'archives est quelque chose qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans les œuvres des artistes. C'est une des choses qu'on trouve beaucoup dans les œuvres, qu'il y a des artistes qui travaillent sur le thème de l'archive, sur ça. On trouve aussi, évidemment, cet aspect de l'archive aujourd'hui par rapport à une attention à laquelle c'est peut-être plus donné d'attention à cette notion même d'archive, puisque de certaine façon, les archives, je pense que le monde ne s'est pas trop intéressé à cette notion d'archive, et je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important au XXIe siècle. On pourrait même peut-être dire que le XXIe siècle est un siècle d'archives. Mmh. Alors, plus concrètement, continuer sur ce sujet, quels sont Bon, je constate que de plus en plus, les artistes ont tendance à utiliser la répétition dans leur travail. Si on parle d'archives, donc ils ressortent des œuvres d'archives, des anciennes archives, ou même des œuvres, je pense à Bernard Plossu qui revisite Morlaix, et à d'autres situations de ce genre. C'est devenu une récurrence dans le monde de l'art. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de répétition? Je pense que ça ramène toujours à l'extraordinaire livre de Deleuze sur la répétition, la différence. Non? Et s'il y a répétition, c'est poser la question quelle est la différence. Je pense que ce thème de la répétition et la différence est en fait très, très présent. Mais on a parlé aujourd'hui avec Adrien Villar-Rojas, puisque ce matin on a inauguré ce projet que j'ai organisé avec Adrien Villar-Rojas dans la fondation des Trois Lignes de Gris-Tupon à côté de Ostende. Et Adrien a dit que de certains moments, il sentait nécessaire justement de se libérer de ça, que l'art est uniquement une sorte de répétition, et qu'il voulait d'une certaine façon comme commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a les deux, je pense, en ce moment. On ne peut pas dire
il y a d'un côté certainement un intérêt de revisiter, revisiter cette idée de répétition et de différence, mais on trouve aussi l'opposé. Mais je pense, une des choses que je voulais répondre à la question précédente, je pense qu'il y a une sorte de intéressant paradoxe. D'un côté, un intérêt de plus en plus grand pour l'archive, mais il y a d'autre côté aussi un intérêt de plus en plus pour l'art live, pour les aspects live, non de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Le 1er janvier 2000, j'ai eu une conversation téléphonique avec Matthew Barney, et il a exprimé, après, dans les années 90, fait tous ces films de Crémaster, un vrai désir d'une expérience qui est plus live. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de résumer avec l'expo 13 Espaces que j'ai inauguré la semaine dernière à Sydney, et qu'on essaie aussi de faire avec les marathons à la Serpentine, qui sont des sortes de festivals très inspirés d'ailleurs par les festivals d'artistes, par les festivals Fluxus, etc. Des sortes de festivals pluridisciplinaires où vraiment les artistes manifestent, les œuvres sont live. Et par exemple avec 13 Espaces, chaque artiste, maintenant à Sydney, et avant on avait fait ça à Manchester, c'est une production de festival de Manchester, a un projet live dans un espace avec une porte. Et il n'y a pas du tout d'objet. Il n'y a même pas le soir un objet qui reste. Donc, ça veut dire, à 6 heures, les œuvres sont là, permanentes, de 10 heures du matin à 6 heures du soir, comme une sculpture. Donc, ce n'est pas une performance, parce que c'est comme une œuvre d'art. Ça n'a pas une temporalité ponctuelle. C'est là toute la journée. Mais le soir, à 6 heures, les sculptures s'en vont. Et le musée est vide, et le matin de nouveau à 10 heures, ils y arrivent. Ça, on a chez Roman Honda, on a chez Alora Calzadia, on a évidemment chez Tino Segal, qui a fait ça depuis très très longtemps, depuis les années début 2000, mais on a ça aussi chez Laura Lima au Brésil, chez beaucoup d'artistes depuis la fin des années 90, début 2000, on peut observer ça. Mais après, on a, avec l'exposition aussi vu, que de nouveau, il y a des prédécesseurs. Baldessari avait déjà évoqué ça avec ses tableaux vivants, comme des sortes de sculptures vivantes. Gilbert and Church l'ont évoqué très très tôt. Et évidemment, on trouve ça aussi dans les artistes de la performance, comme John Jonas ou Marina Abramovic, qui ont pensé à cette idée comment pourrait la performance perdurer et comment pourrait-on arriver à une autre duration de la performance. Donc cet aspect live est un aspect, live art est un aspect aussi qui me paraît très présent en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de la position aujourd'hui de plus en plus forte des collectionneurs dans le monde de l'art? On a l'impression que les artistes travaillent avant tout pour les collectionneurs, que les curateurs travaillent pour les collectionneurs? Non, moi je pense qu'il nous faut un monde de l'art, comme l'a toujours dit Walter Hobbes, où il y a... Moi je crois qu'au centre du monde de l'art est l'artiste. Et pour moi ça a toujours été ça. Il n'y en aurait rien dans le monde de l'art, ni des expos, ni des musées, ni des foires, ni des biennales, sans les artistes. Donc pour moi, est encore libre de créer aujourd'hui? Moi je pense que oui, l'artiste est au centre. Pour moi l'artiste est au centre du monde de l'art, et après autour de ça, il y a toutes sortes de structures. Il y a les écoles des beaux-arts, il y a les galeries, il y a les musées, il y a évidemment les collectionneurs, les collections, il y a les écoles des beaux-arts, c'est très important, les productions de savoir. Et je pense qu'il y a évidemment aussi la critique, très important, l'écriture sur l'art. Et je pense que dans un monde de l'art, aujourd'hui, nous avons besoin de toutes ces différentes forces, de tous ces différents aspects. Et comme a dit Walter Hobbes, le grand curateur américain qui était vraiment à l'instar de cette scène de Los Angeles, qui a produit d'une certaine façon le miracle de Los Angeles. Lui m'a toujours dit, un monde de l'art dynamique ne peut que fonctionner si toutes ces forces sont fortes. Et si on a certains aspects qui manquent, on n'a pas un monde de l'art fort. Donc il faut absolument cette polyphonie des acteurs, cette polyphonie des plateformes. Oui. Qu'est-ce que tu cherches ici dans cette foire à Bruxelles? Je vois que tu visites les galeries, tu as encore des coups de cœur? Bien sûr, moi j'ai des choses à découvrir? Bien sûr, je regarde toujours dans les foires, comme je regarde dans les expositions, comme je regarde dans les biennales, comme je regarde dans toutes ces plateformes du monde de l'art. Et c'est évidemment souvent, notamment dans des foires, on peut voir des œuvres d'artistes émergentes. Oui. Ici à Bruxelles, il y a énormément de jeunes galeries invitées, mais après on peut aussi de nouveau revisiter des œuvres du passé. Donc ça peut aller si dans le futur, si dans le passé. Après, il faut aussi dire que s'il y a des foires dans une ville comme Bruxelles, il y a aujourd'hui de plus en plus des expositions un peu dans toute la ville, dans les Artist Front Space, dans toutes sortes d'espaces. Donc en fait, toute la ville devient une sorte d'exposition. Donc je visite énormément d'expos. D'ailleurs, jusqu'à minuit ce soir, on va aller voir des espaces partout dans la ville. En gros ici, il y a
C'est trop tôt pour le dire, puisque j'ai un artiste qui t'a... Non, puisque j'ai installé cette expo, donc c'est maintenant, il faut d'ailleurs que j'y aille, puisqu'il faut que je vá de là. Tu as une expo pour le moment ici? Oui, l'expo de Adrian qu'on a fait à côté de Ostende, avec Eric Dupont. Cette expo s'est ouverte ce matin, donc maintenant je vais avec aller... Qui comme artiste? Adrian Villarojas, c'est un artiste argentinien, un sculpteur qui a transformé toute cette maison dans une maison de vie. Donc il y a une sorte de blur entre art et vie, et tous ses collaborateurs ont vécu dans la... Tu as un projet pour Venise, pour la Biennale? Non, notre prochain projet, c'est le pavillon pour la Serpentine. On travaille avec Juliette Peyton-Jones sur le pavillon de Sue Fujimoto, qui crée pour la Serpentine à Londres un pavillon qui est une forme de nuage. C'est un jeune architecte japonais. Et on a la sculpture de Fischli et Weiss qui vient de commencer, qui sont deux rochers énormes devant la Serpentine. Et ce sont les deux projets actuels. Ton rêve, c'est de remplacer Massimiliano Giorgi dans 2 ans, Venise? Non, tu as en fait... encore des rêves dans le monde de l'art? Non, j'ai des rêves, j'ai beaucoup de projets non réalisés, puisque comme tu sais, je m'intéresse dans les projets non réalisés et des artistes, et ça a toujours été mon but de réaliser ces projets non réalisés. Donc ironiquement, j'ai un grand projet non réalisé, c'est de un jour faire une très grande exposition sur les projets non réalisés. Et car c'est sur les projets non réalisés, ce projet jusqu'à maintenant est resté non réalisé. Donc c'est ça le projet. Il y a plein d'autres projets, bien sûr, ça n'a que commencé. Il y a beaucoup d'expos, et comme depuis la cuisine, chaque exposition doit être comme la première, donc ce n'est pas la routine, il faut toujours réinventer d'autres règles du jeu. Merci, à bientôt.